Merci beaucoup, Aziz, pour le problème que tu nous as posé. Effectivement, comment s'organiser pour permettre à nos patients qui vivent loin des centres de diagnostic de recevoir leur traitement. Alors, voilà un petit peu l'agenda que je vais essayer de tenir. Je vais vous donner quelques données sur actuellement les patients suivis pour déficit immunitaire en Algérie, comment on fait pour le traitement par les immunoglobulines et quel est le modèle d'organisation et puis quelles sont les barrières qu'on a rencontrées et comment est-ce qu'on s'est organisé pour essayer de surmonter ces barrières. Et bien sûr, on va terminer sur les solutions, les nouvelles solutions. Alors, comme ça a déjà été dit, l'utilisation des immunoglobulines a grandement évolué ces dernières années. Depuis 40 ans, on a vu la progression de l'utilisation de ces thérapeutiques qui a véritablement changé la vie des patients. Et c'est actuellement accepté que c'est vraiment un traitement qui a transformé, qui a amélioré la majorité des patients, qui protège contre les infections et également contre les complications qui peuvent survenir dans ces déficits immunitaires. On a toujours souligné l'aspect coût, puisque ce sont des thérapeutiques qui sont coûteuses et qui malheureusement doivent être utilisées pour toute la vie et qui ne sont pas toujours accessibles, en particulier dans les pays à faible revenu ou dans les pays en développement, ce qui constitue une véritable entrave à la prise en charge correcte de ces patients. On le sait, les immunoglobulines elles sont utilisées depuis très longtemps, depuis la première description par Bruton du déficit immunitaire de la gamma-globulinémie liée à l'X. Tout à fait initialement, c'était la voie intramusculaire qui était utilisée. Et puis la voie intraveineuse, elle a commencé à être utilisée dans les années 70. Et puis on le sait maintenant, depuis à peu près une décade, on peut utiliser les immunoglobulines par voie sous-cutanée. Les immunoglobulines, ça fait partie des médicaments qui sont dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Pour traiter les patients qui ont un déficit immunitaire, aussi bien les enfants que les adultes. Alors, tout ceci fait que, au cours de ces dernières décennies, il y a eu une augmentation phénoménale de la consommation des immunoglobulines. Et cette augmentation phénoménale des immunoglobulines, elle n'est pas seulement liée à l'utilisation qui en est faite dans les déficits immunitaires primitifs, et elle est surtout faite parce que les indications de cette utilisation ont été élargies à d'autres pathologies, surtout dans le domaine de l'immunomodulation. Ce qui a créé des besoins accrus à l'échelle mondiale et la production des immunoglobulines ne permet pas souvent de couvrir tous ces besoins. Et donc, beaucoup de pays sont revenus sur établir réellement les indications des immunoglobulines, établir les protocoles d'utilisation de ces immunoglobulines. Et en tous les cas, nous, pour les déficits immunitaires, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse, à l'échelle maghrébine, justement, ou à l'échelle du MENA, faire nos propres recommandations sur l'indication d'abord dans les différentes catégories diagnostiques déficit immunitaire et ensuite vraiment les protocoles sur lesquels on pourrait se mettre d'accord et qu'on appliquerait tous ensemble. Alors tout le monde est d'accord sur ces indications qui sont incontournables. Donc les déficits immunitaires, c'est véritablement, pas tous bien sûr, on va voir lesquels, mais à côté de ça, c'est le Kawasaki, le Guillain-Barré, les purpura thrombopéniques immunologiques et certaines autres situations. Pour revenir aux déficits immunitaires qui sont la première cause, enfin, ce n'est pas forcément la plus fréquente en termes d'utilisation, mais en tous les cas, c'est les pathologies dans lesquelles c'est vraiment indispensable à la survie de nos patients. Donc si on devait mettre en balance et si on devait prioriser les indications, bien entendu, c'est l'indication dans les déficits immunitaires qui serait très importante. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur l'état des lieux actuellement sur la prise en charge des déficits immunitaires en Algérie. Alors, depuis 2010, on a un groupe de travail sur les déficits immunitaires. Ce groupe de travail, il continue à travailler ensemble. C'est un groupe multicentrique de pédiatres, mais également d'immunologistes, puisque sans les immunologistes, évidemment, on ne peut pas aller
dans des diagnostics précis, mais aussi de plus en plus les adultes, les médecins d'adultes qui nous rejoignent. Mais pour l'instant, ce groupe, il est essentiellement formé de pédiatres et d'immunologistes. Alors ce groupe a beaucoup travaillé, on se réunit une fois par an et on essaye de updater les données, c'est-à-dire d'identifier le nombre de patients nouvellement diagnostiqués et dans quelle catégorie. Et on a essayé de mettre en place un registre qui n'est pas un registre au sens strict du terme, mais qui a le mérite d'exister, qui nous permet de voir un peu la progression du nombre de patients diagnostiqués. Alors à notre dernière réunion là, de début décembre, on a colligé actuellement 642 patients. 642 enfants, devrais-je dire, parce que la majorité des cas sont des enfants. On n'a pas encore dans cette casuistique les adultes. Et on a très peu, par exemple, de déficit en complément, alors qu'on sait que dans certaines structures, en particulier chez Professeur Djenouhad, il y a près d'une centaine de patients qui sont des adultes qui sont suivis pour déficit en complément. Juste pour vous dire que ce chiffre de 642, même s'il montre qu'il y a une progression, il ne reflète pas la réalité des chiffres et que, bien entendu, il y a beaucoup plus de patients que cela. Donc, comme je disais, c'est ces 14 centres. On a les catégories diagnostiques, c'est celles que vous connaissez, en updatant avec la dernière classification, parue en 2018. Et puis, grosso modo, la progression des diagnostics qui sont faits. Et donc, on a... au début de l'année 2018, on était à 578 et là, je vous dis, sur notre dernière réunion, on est à 642 patients. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et là, toute la difficulté commence ici, parce que ces 642 patients, ils sont répartis pratiquement sur tout le territoire national. Alors, évidemment, le plus grand nombre, c'est à peu près autour des grandes villes, mais dans les régions plus éloignées, comme ici, ailleurs, on voit qu'il y a aussi des patients. D'abord, ce qu'on peut constater, c'est que dans ces régions éloignées, ça ressemble à des zones silencieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic qui est fait. Il y a très peu de patients. Alors que, voilà, sur cette répartition sur la bande du littoral, on va dire, ou autour du littoral, il y a beaucoup plus de patients. Donc les patients du Sud, ils n'ont pas accès au diagnostic, ça c'est clair. Donc ils sont très éloignés des centres de traitement. Ils n'ont pas les ressources qu'il faut pour arriver à des centres hospitaliers parce que les distances sont très très importantes. Et donc ça crée des difficultés complémentaires. Alors sur les catégories diagnostiques que l'on a, on observe toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a à peu près 30 à 35% qui sont des déficits immunitaires combinés, ou combinés sévères, avec déficit en HLA-DR. On a à peu près un tiers des patients qui sont des déficits, des défauts de production d'anticorps dans toutes les catégories, avec agammaglobulinémie, déficit immunitaire commun variable et d'autres. Et puis on a les autres catégories. Ceci simplement pour vous montrer qu'un grand nombre de nos patients vont nécessiter l'utilisation, un traitement substitutif par les immunoglobulines. On peut dire qu'au moins 60% de nos patients, voire un peu plus, vont relever, entre autres, de ce traitement. Alors les indications de traitement substitutif par les immunoglobulines, elles sont bien établies dans la littérature. On sait ceux qui sont les indications, on va dire, obligatoires. C'est donc la gamma-globulinémie liée à l'X ou autosomique récessive, les déficits immunitaires communs variables, les déficits combinés, des déficits combinés, en particulier les déficits en HLA-DR, les syndromes hyper-IgE et les syndromes hyper-IgM. Il y a aussi d'autres indications, si on peut élargir un petit peu. Mais celles qui sont véritablement les plus importantes, ce sont celles-ci. Alors, en Algérie, la substitution, elle se fait jusqu'à l'heure actuelle exclusivement en milieu hospitalier. Et elle se fait jusqu'à l'heure actuelle exclusivement par voie parentérale. On n'a pas la possibilité pour l'instant de faire de traitement à domicile. Les doses moyennes qui sont utilisées, tout confondu dans toutes les indications, mais on n'a pas à regarder par pathologie, certainement que ça serait différent. La dose moyenne qu'on utilise, c'est 554 mg par kilo et par infusion.
Dans la majorité des cas, toutes les 3 semaines, quelquefois toutes les 4 semaines. Le taux résiduel, comme vous pouvez le constater, il est rarement évalué. Là aussi, c'est quelque chose qui est à corriger. Et lorsqu'il a été évalué, on a retrouvé un taux qui était supérieur à 7, en moyenne 7,8 grammes par litre, donc ce qui est un taux relativement important. La perfusion d'immunoglobuline pour la majorité de ces patients chez lesquels on a corrigé ça, elle se fait sur un mode régulier, c'est-à-dire tous les 21 jours ou toutes les 4 semaines. Ce n'est pas 1 ou 2 perfusions d'immunoglobuline et ensuite plus rien. Dans 95%, cette perfusion est bien tolérée. Aucun de nos patients n'a d'administration par voie sous-cutanée. Alors, la tolérance, on a regardé de plus près, il y a à peu près 5% des patients qui ont des effets indésirables. Parmi ces effets indésirables, ce sont des effets indésirables habituels, comme ceux qui ont été rapportés par Fethi à un instant, mais dans 2 cas quand même, on a eu des effets, dans je dirais 3 cas, on a eu un patient qui a fait un choc anaphylactique, c'était un syndrome hyper-IgE, et dans 2 cas, on a eu des complications de thrombose chez deux enfants, dont une est aussi un syndrome hyper-IgE. Et ça, ce sont des effets indésirables qui ne sont pas très bien connus, qui sont relativement rares et qui souvent surviennent à distance de la perfusion d'immunoglobuline. Ici, je voudrais simplement insister pour dire qu'il est vraiment important de bien tracer ces événements indésirables, de faire la déclaration en pharmacovigilance pour pouvoir faire remonter ces informations et les lier à l'utilisation de tel ou tel produit. Parce que vous allez voir que chez nous, il y a une difficulté supplémentaire dont on va parler un peu plus tard. Alors, dans ce contexte de ce qu'on voudrait faire et qu'on voudrait faire bien, on est rattrapé par la réalité. Rattrapé par la réalité, c'est que l'Algérie, c'est un pays qui est très vaste, vous l'avez vu, qui a des distances qui sont très grandes entre différentes régions, que la couverture médicale, elle n'est pas égale dans ces différentes régions. On l'a vu, toutes les zones du Sud qui, véritablement, il n'y a pas de patients, mais c'est parce qu'il n'y a pas de patients, c'est parce que les patients ne sont pas diagnostiqués. Et encore aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de régions, en dehors des grandes villes, où les patients n'ont pas accès à une prise en charge globale et adéquate. Alors, les raisons pour tout cela, elles sont multiples. Elles sont d'abord liées à l'étendue du pays. Elles sont liées au fait qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation des médecins. Elles sont liées au fait qu'on n'a pas les outils du diagnostic, en particulier l'accès facile à l'immunologie dans toutes les régions. Elles sont liées au fait que les thérapeutiques sont chères et elles sont liées au fait qu'on n'a pas toute la boucle de prise en charge. En particulier, on n'a pas la possibilité de greffer les patients, en tout cas très très peu en Algérie. Et pourtant, on a l'impression que l'Algérie, c'est un pays, quand on parle partout, on nous dit « oui, mais vous êtes riche ». C'est ce qu'on nous dit toujours. Et donc, l'Algérie a un système de santé qui garantit l'accès aux soins et qui garantit la gratuité totale. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand on a diagnostiqué un patient, qu'on doit mettre en route les immunoglobulines en substitution, le traitement, il est gratuit. Il est donné gratuitement, mais uniquement pour un usage hospitalier. Et après, dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi facile. Alors, comment est organisée la boucle de prise en charge de ces patients? On peut dire qu'il y a différents niveaux. Lorsque le patient est hospitalisé, au moment où le diagnostic est fait, en général, c'est dans les grands centres hospitaliers. À ce niveau-là, on va faire toutes les investigations avec nos collègues immunologistes et on va arriver à un diagnostic précis d'un déficit immunitaire. Et puis, dans le service, on va évaluer l'état clinique du patient, on va identifier les complications qui sont déjà là, traiter ces complications et on va mettre en route la substitution par les immunoglobulines et la première perfusion, voire pendant 2 à 3 jours, se fait en milieu hospitalier et on évalue la tolérance. Et puis ensuite, ces patients, lorsqu'ils sortent de l'hospitalisation, ils sont dans un deuxième niveau, confiés à l'hôpital de jour et l'hôpital de jour va organiser
la prise en charge tous les 21 jours ou quelquefois tous les mois de ces patients. Donc à ce niveau-là, il y a une autre équipe avec les médecins et les infirmières qui prennent en charge ces patients, qui font de l'éducation et qui vont assurer le traitement de substitution sur un mode régulier. C'est à ce niveau-là qu'on va commencer à réfléchir à des solutions, parce que c'est les patients eux-mêmes qui reviennent vers nous et qui nous disent « c'est impossible pour moi de venir tous les 15 jours, tous les 21 jours, voilà, ça me coûte tant ». Ça me coûte tant en transport, je suis obligée de passer une nuit d'hôtel à Alger. Et voilà, le coût global, c'est un coût que je ne peux pas assurer parce que c'est impossible. Et voilà, c'est des histoires comme ça. Et à ce moment-là, on essaye de trouver le contact avec l'hôpital local. Est-ce que, voilà, on prend contact avec les pédiatres qui sont sur place. Alors, l'Algérie, il y a le système de service civil, je pense comme ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des pédiatres qui sont affectés dans les différentes régions du pays. Ces pédiatres, en général, on les connaît tous, parce que ce sont nos anciens élèves. Donc, on essaye d'établir un petit peu ce réseau. On envoie le protocole, le compte-rendu médical. On attend que le médecin ait réglé le problème d'approvisionnement et ensuite on va déléguer un petit peu les pouvoirs et permettre à ces patients d'aller faire leur traitement dans un hôpital plus proche de leur région. À tout moment, en cas de complications, ils reviennent vers le CHU. Donc voilà un petit peu comment c'est représenté ici. Alors, au niveau de l'hôpital régional, on confie donc la poursuite des perfusions d'immunoglobulines et la surveillance du patient, le traitement prophylactique, et le patient il est revu régulièrement par l'hôpital de référence, à peu près tous les 3 mois, en fonction de son déficit immunitaire, bien entendu. Alors, voilà, présenté comme ça a l'air, c'est bien, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien dans certains endroits, et puis ça fonctionne pas dans d'autres. Et quelquefois, on est nous-mêmes surpris que ça puisse aussi bien fonctionner à tel endroit. On se dit, mais comment? Jamais j'aurais imaginé que, par exemple, à Tamanrasset ou à Ain Salah, mon malade, il puisse avoir tous les 21 jours sa perfusion d'immunoglobulines. Nous-mêmes, on est sidérés. Et quelquefois, un peu plus proche d'Alger, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est lié plus à des motivations des personnels sur place qu'autre chose. Alors, voilà, grosso modo, comment on a réparti les patients. Donc, tous ceux qui pouvaient aller, par exemple, à Djidjel, là-bas, à Djelfa, en bas, à Al-Rawat, à Ouargla, tout ça, ce sont des médecins référents qu'on connaît et qu'on sollicite et qui disent « OK ». Ensuite, ils regardent au niveau de leur pharmacie et au niveau de l'hôpital, si le directeur de l'hôpital est d'accord pour faire cette commande et délivrer ces médicaments. Alors, vous avez vu, c'est ce qu'on disait, les distances, il y a certains patients qui font jusqu'à 2000 km, ceux qui viennent de Tamanrasset, donc ça donne des coûts très très élevés. Voilà, c'est... Mais je veux dire que les patients viennent, ils n'abandonnent pas le traitement. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils ont compris que c'était vraiment la survie. Alors, comment on fait, nous, pour justement ce qu'on disait, comment on fait pour adapter la dose d'immunoglobuline en fonction de... On ne le fait pas seulement en fonction d'un taux résiduel, d'ailleurs, vous l'avez vu, le taux résiduel, il est relativement rarement fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, si, on doit améliorer ça dans nos pratiques, mais on va se baser, comme c'est dit un petit peu dans les recommandations, essentiellement sur le tableau clinique, sur la fréquence des infections, s'il a eu besoin d'hospitalisation, s'il a eu besoin d'antibiothérapie par voie parentérale, voilà, donc c'est surtout ces éléments-là. Voilà, on suit les recommandations, vous avez vu, le taux moyen, on est à peu près à 500 mg par kilo, et donc voilà. Alors, si je vais un peu plus dans comment on a fait les choses, on a une circulaire en Algérie qui dit que tout patient qui est hospitalisé a accès au traitement, et c'est l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital où il est hospitalisé qui est tenue de fournir ce traitement. Donc pendant toute la période où ils sont hospitalisés dans le service, il y a le traitement, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, ce malade, il ne peut pas être hospitalisé ou relevé toujours du CHU. Donc il va ailleurs.
Et à ce moment-là, il y a une clause au ministère de la Santé qui dit que tout traitement ambulatoire, lorsqu'il est délivré, il est délivré à la charge de l'hôpital de proximité. Et alors, l'hôpital de proximité doit évaluer les besoins par patient et doit faire la commande et recevoir ces traitements. Alors, comme je vous le disais, ça marche très bien à certains endroits, ça ne marche pas à d'autres endroits, et on le sait, c'est lié à la réticence des gestionnaires, essentiellement des directeurs d'hôpitaux et des pharmaciens. Je pense qu'ils ne sont pas assez sensibilisés dans cette boucle qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire essayer de sensibiliser les médecins. On associe très peu les pharmaciens à notre réflexion. On ne les ramène pas avec nous dans les workshops, dans les séminaires pour qu'ils comprennent l'importance de ça. Et souvent, on se heurte à leur vision des choses, qui est une vision purement comptable et de gestion. Donc, peut-être qu'il faut qu'on essaye de faire vraiment un effort pour les intégrer avec nous dans cette réflexion. Alors voilà. Très bien. Alors je termine. Ce qu'on a constaté comme difficulté sur le terrain, c'est que nous, le patient, il part avec une prescription, il a l'habitude de recevoir tel type d'immunoglobuline, il arrive dans son hôpital d'origine, ce n'est pas cette immunoglobuline qui est disponible, c'est une autre. Et éventuellement, 2 mois après, on peut revenir sur une autre marque, ce qui fait qu'il y a des changements de marque. Et en matière de pharmacovigilance, ça pose un problème. Le deuxième problème, c'est que c'est le service civil, donc instabilité des médecins qui sont sur place. Donc il faut perpétuellement recommencer avec celui qui vient d'arriver, lui renvoyer le protocole, etc., etc. Et puis dès qu'il y a un problème, il se déclare incompétent pour éventuellement gérer effets indésirables ou autres. Alors, c'est pour ça qu'il y a certainement d'autres solutions. Perfusion à domicile d'immunoglobuline intraveineuse. Sous-cutanée, oui, c'est des solutions qu'on a essayé de mettre en place. Mais tout ce qu'on a essayé de faire pour la perfusion à domicile, on s'est heurté à un mur. Ça veut dire que l'administration de l'hôpital dit « moi, je ne peux pas vous donner un traitement qui coûte aussi cher, qui soit donné en dehors de l'hôpital. S'il est donné dans l'hôpital, je suis d'accord, mais perfusion à domicile, ce n'est pas possible. » Donc jusque-là, on est dans un mur, là. Est-ce que c'est possible d'aller vers la sous-cutanée? C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en Algérie, parce que, bon, les avantages, la discussion se fait entre avantages et inconvénients de ces deux présentations, mais les avantages pour la sous-cutanée, en tous les cas dans notre contexte, c'est que ça donnerait beaucoup plus d'indépendance aux patients. Ça répond à certains patients qui font par exemple des chocs anaphylactiques ou autres, et puis surtout ça permettrait à tous ceux qui font 2000 km, 500 km, etc., de pouvoir faire le traitement chez eux. Et d'ailleurs, les patients, quand vous discutez avec eux, c'est ça leur problème numéro 1. Facilitez-nous la vie, parce qu'on commence, c'est plus possible, on va lâcher prise. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est véritablement peut-être la voie qui va nous aider à améliorer la prise en charge de tous ces patients qui habitent loin d'un centre de santé, c'est de pouvoir les éduquer pour l'utilisation de la voie sous-cutanée et surtout avoir accès à cette voie sous-cutanée. Et je pense que là encore, l'histoire des coûts, que ça coûte plus cher, etc., ça a été démontré dans des études de coûts-bénéfices que ça réduit les hospitalisations, ça réduit les déplacements et qu'au final, le coût, au moins, il est égal, si ce n'est inférieur à tout cela. Alors après, ça sera à nous de réfléchir à comment on va faire. Est-ce que ça va être important d'éduquer les patients, ça va être important d'éduquer les médecins, etc. Mais je pense que c'est un nouveau champ qui s'ouvre devant nous et je pense que c'est vraiment, peut-être ça sera véritablement un tournant dans la prise en charge de nos patients parce que bien sûr, la perfusion d'immunoglobuline, ce n'est pas tout dans la prise en charge d'un déficit immunitaire. C'est évident, il faut que tout le reste suive. Il faut qu'au final, ceux qui relèvent de la greffe de moelle puissent bénéficier d'une transplantation. Mais déjà, c'est les amener en meilleur état et avec une meilleure qualité de vie dans leur maladie. Je vous remercie.